Alors, ça c'est une autre étude, juste pour vous la montrer rapidement. C'est un registre de jumeaux suédois où on a étudié la maladie par mort, par maladie coronaire chez un jumeau selon l'âge de la mort de l'autre jumeau par maladie coronaire. C'est une étude qui est très démonstrative parce qu'elle a classé les choses suivant l'âge. Vous voyez, les classes d'âge, 36-55, 56-65, etc. Ça, c'est les dizygotes. Et ça, c'est les monozygotes par chaque classe d'âge. Donc là, vous avez des paires de jumeaux dizygotes, juste frères et sœurs, et la monozygote, dans cette classe d'âge. Et vous dites, si l'un a eu un infarctus, quel est le risque relatif, ici, de l'autre? Et vous voyez que le risque relatif est beaucoup plus élevé chez les monozygotes que chez les dizygotes, à chaque classe d'âge. D'accord? Là, vous prenez les paquets de jumeaux, il y en a un qui fait un infarctus, il a 45 ans. Quelle est la probabilité que le risque relatif, c'est-à-dire le risque par rapport au risque de la population générale, que l'autre fasse un infarctus, c'est un risque relatif 8 fois plus grand que celui de la population générale. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cet effet s'amenuise avec l'âge. Autrement dit, ça veut pas dire que le génome a changé, quoique, mais ça veut dire que ce pourquoi le risque était augmenté par des facteurs génétiques était quelque chose qui s'exprimait précocement et que dans la mortalité coronarienne à des âges avancés, la génétique joue peu de rôle, alors que c'est probablement l'histoire de la vie, les facteurs d'environnement, le tabagisme, le poids, etc. qui jouent un rôle. Autrement dit, dans la variance de cette caractéristique, avoir une maladie coronaire, la part de la génétique ici, par rapport à la part de l'environnement en vert et beige, n'est pas la même suivant l'âge considéré des personnes. Ici, le génome joue peu de rôle dans la ressemblance chez les jumeaux, alors que là, il joue un rôle massif dans un infarctus précoce. Et évidemment, 40 ans ou 45 ans pour faire un infarctus, c'est très tôt. Ça veut dire, et vous retrouvez un petit peu, si vous l'interprétez, que la participation génétique est d'autant plus marquée que les maladies sont précoces et graves, ce qu'avait trouvé Cédric Carter pour les fentes. À partir des études de jumeaux et à partir des études de famille, ce qu'on appelle les agrégations familiales, on a tiré de cela un coefficient qui s'appelle le coefficient d'héritabilité. L'héritabilité, ce n'est pas l'hérédité, c'est un coefficient difficile à manier. L'héritabilité, c'est par rapport à la variance totale d'un trait. La variance totale, c'est je vais de là à là pour le dosage de lipoprotéines, de cholestérol. Par rapport à la variance totale, l'héritabilité, c'est la variance qui est due aux effets génétiques. G sur l'ensemble de la variance. Et voici l'héritabilité pour des paramètres de la corpulence, la pression artérielle, etc. Alors, l'héritabilité, il faut faire attention, c'est un rapport, et c'est un rapport de variance, c'est un rapport d'écart. Donc une héritabilité de 100% ne veut pas dire que l'environnement ne joue pas de rôle. Il veut dire que l'environnement ne change rien. C'est pas pareil. C'est pas qu'il ne joue pas de rôle, c'est qu'il ne change rien entre les individus, puisque c'est de la variance et que c'est un rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Une maladie métabolique, on a parlé de la phénylcétonurie, qui est une maladie héréditaire du métabolisme, elle est mendélienne, monogénique. Elle correspond au fait qu'on est exposé dans l'alimentation à un acide aminé qui est la phénylalanine que l'on ne sait pas métaboliser. C'est une maladie autosomique récessive, on la dépiste chez les enfants, on l'a vu. Très bien. Cette maladie ne s'exprime que s'il y a de la phénylalanine dans l'alimentation. Donc son héritabilité est en général de 100%, comme beaucoup de maladies mendéliennes monogéniques, parce que l'environnement ne change pas d'un nouveau-né à un autre. D'accord? Mais le traitement de cette maladie, c'est quoi? C'est d'enlever la phénylalanine de l'alimentation et de donner une alimentation
dépourvu de phénylalanine, ou plus exactement, comme c'est un acide aminé essentiel, qui a exactement la bonne dose de phénylalanine pour croître, mais ne pas s'intoxiquer. Donc on va jouer sur ce point-là, en disant l'héritabilité est de 100%, mais l'environnement joue un rôle majeur, parce que sans l'environnement, je ne suis pas malade. Vous voyez? Et c'est en ça que l'héritabilité est un paramètre difficile à maîtriser et à comprendre, mais le voilà. Le risque relatif est un tout petit peu plus instinctif, on l'a vu plusieurs fois, c'est le risque pour quelqu'un qui est apparenté à une personne atteinte, un germain donc, d'être atteint, par rapport au risque de la population générale. Pour les maladies mendéliennes, on trouve des risques relatifs très élevés. Bah, si vous prenez une maladie autosomique récessive, vous dites, j'ai un garçon atteint de mucoviscidose, on va dire. Quelle est la probabilité, quel est le risque relatif de cette fille? Ce n'est pas le risque qu'elle soit atteinte. Le risque qu'elle soit atteinte, c'est 25%. D'accord. Quel est le risque relatif? Ben, c'est 25%, c'est le risque d'être atteint sur 1 pour 2500, qui est le risque de la population générale. D'accord. Alors, je crois que ça fait, je ne sais plus combien ça fait, alors 25 sur 100, ça fait, vous êtes plus fort que moi, sur 1 sur 500, 2500, ça fait quoi ça? Ça ne fait pas 2500, oh là là. Bon, enfin, ça fait beaucoup. Vous le calculerez. OK? Ça, c'est le risque relatif, ça n'a rien à voir avec le risque d'être atteint. Le risque relatif introduit le paramètre par rapport à la population générale. Ça fait combien? Ça va être dans les 200 625, d'accord. Donc c'est très très élevé. Ça, c'est le risque pour les maladies mendéliennes. Et puis vous avez des risques relatifs qui sont beaucoup plus faibles. Plus on va vers des maladies multifactorielles ou multigéniques, plus on a des risques relatifs faibles, mais qui sont quand même importants. Si vous avez un frère qui a une hypertension, vous avez un risque relatif de 3, c'est-à-dire que vous avez 3 fois plus de risques que la population générale. Mais attention, là encore, si la population générale, c'est un risque de 30%, ça ne change pas grand-chose, vous avez un risque très élevé de toute manière. Les derniers éléments d'analyse des facteurs génétiques dans les maladies communes, on va faire une pause après, l'étude des jumeaux, le calcul du coefficient d'héritabilité, les calculs de risque relatif, c'est les analyses de ségrégation, c'est ce que je vous ai dit, c'est d'essayer de trouver quand vous avez un échantillon, quand vous avez ici 9 familles où il y a plusieurs personnes atteintes, là juste un cas, 2 cas, 3 cas, etc., c'est de dire, je vais essayer de trouver le meilleur modèle génétique, celui qui explique le mieux cet échantillon, avec des paramètres de pénétrance, de nombre de gènes, de mutations, d'existence ou pas de mutation. Et je vais tester ces modèles par différentes méthodes statistiques. Je ne vais pas vous embêter avec ça. L'une d'entre elles, c'est le maximum de vraisemblance, c'est avec la méthode qui est la plus vraisemblable, pour expliquer un échantillon. Ça s'appelle l'analyse de ségrégation. Alors, au fond, c'est ça le tout premier boulot des généticiens face à un échantillon. Vous êtes clinicien, vous intéressez à je ne sais pas quelle pathologie respiratoire, une maladie de l'alvéole pulmonaire. Vous allez, comme vous y intéressez, que vous soignez ces gens, vous allez pratiquer beaucoup à l'HEGP, dans le service de pneumologie, vous allez faire énormément de ça. Vous allez recueillir une cohorte, vous allez la suivre. Puis un beau jour, avec vos 1000 histoires de maladies respiratoires par atteinte alvéolaire, vous allez voir des généticiens. Et vous dire, voilà tu sais, j'ai un fichier, j'ai une cohorte, j'ai un registre de ces insuffisances respiratoires assez particulières que j'étudie depuis des années. Et à chaque fois, j'ai pensé, pensez-y, à faire un petit arbre généalogique, à interroger sur la famille, sur des facteurs aussi simples que l'âge des parents, l'âge de début de la maladie, la gravité, le rang de naissance de la personne. Si ce n'est pas fait, il faudra le faire. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une enquête génétique. On étudie un échantillon de 500 personnes qui ont cette maladie respiratoire. On en sort avec quelques cas familiaux, la plupart de cas sporadiques. Et là, on se livre à une analyse de ségrégation. Clairement, ce n'est pas mendélien. Ça, ce seraient les 9 dossiers parmi 100, où il y a 2 histoires dans la famille. La plupart sont comme ça, ici, un cas. Et on va essayer, malgré cette difficulté, de trouver le modèle génétique qui colle le mieux avec l'échantillon que l'on a.
c'est une méthode d'analyse de ségrégation. Allez, je vous propose qu'on arrête une seconde. Alors, les méthodes, une fois qu'on a... on a pris beaucoup de temps, on ne va pas terminer tout ça, mais les méthodes qui sont utilisées pour, une fois que l'on a identifié l'existence de facteurs génétiques dans une maladie, par des études de jumeaux, par le calcul d'héritabilité, par la définition du risque relatif, qui veut dire que le poids de la génétique est plus fort qu'on ne le pensait, ou assez fort. Quelles sont les méthodes d'analyse que l'on peut engager pour identifier les gènes en cause? Sachant qu'il y en a plusieurs, et donc ça va être extrêmement difficile. On ne connaît pas les gènes, on ne connaît pas le modèle, on ne connaît pas leur nombre, on ne connaît pas leurs caractéristiques intimes. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent avec un effet fort mais non suffisant, par mutation nouvelle? Est-ce qu'il y en a qui sont dominants? Quel est leur modèle individuel à chacun? Et donc, on oppose un petit peu ces deux schémas qui sont repris ici dans un papier de Science. Les maladies monogéniques, c'est aujourd'hui c'est pas facile, mais c'est pas extrêmement difficile de les analyser. On prend des familles, on essaie de voir le mode d'hérédité et on peut faire des études de séquences, de génomes, aujourd'hui assez simplement. Quand on est dans une maladie complexe avec plusieurs gènes qui participent, qui interagissent éventuellement entre eux, les études sont beaucoup plus délicates, surtout si l'environnement joue un rôle. Et c'est là où on peut reprendre notre petit champ de bataille avec le risque des variants et leur fréquence, et de dire aujourd'hui, les maladies rares à modèle mendélien, le plus souvent monogénique, on les chope, si je puis dire, les gènes par étude de liaison génétique et par analyse de séquences à haut débit de l'ADN, notamment des exomes, puisque la plupart des variants sont des variants à effet fort touchant le génome codant. Et jusqu'à présent, on étudiait les phénotypes les plus communs, les plus fréquents, avec les effets supposés de variants plus nombreux mais plus faibles, par des études d'association génome entier, Genome Wide Association Studies. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là et en quoi c'est difficile? C'est difficile parce que les inconnues sont extrêmement nombreuses. On ne sait pas le nombre de gènes. Là, on en a représenté 4, mais il y en a peut-être 18 ou 2. On ne sait pas leur nature. Est-ce que ce sont des variants de régulation ou des variants codants? On n'a pas d'idée de l'hétérogénéité. Il n'y a aucune raison que l'hétérogénéité ne joue pas de rôle, qu'il n'y ait pas plusieurs gènes qui puissent faire le même effet, que ce soit d'allèle et de locus. Et puis, on ne sait pas peser l'interaction génique, gène-gène, et l'interaction avec l'environnement. Donc, les inconnus sont extrêmement grands. Alors, on a pensé, et on pense toujours, que ces méthodes d'association génome entier sont assez puissantes parce que, justement, elles se départissent de tout cela. On dit, oh, c'est pas compliqué, je vais comparer une grande population de diabétiques de type 2 avec une grande population de non-diabétiques. Je prends 1000 diabétiques, je suis sûr qu'ils sont diabétiques, et je prends 1000 personnes qui ont le même âge, j'essaie de faire des choses correctement, le même âge, une répartition de sexe à peu près identique, et je leur fais des glycémies quand même, et je pense que ce sont des bons témoins de cette affaire-là. Et je vais, dans les deux populations, étudier des marqueurs génétiques qui sont répartis sur tout le génome, qui sont des polymorphismes, et je vais essayer de trouver si un ou plusieurs polymorphismes sont plus représentés, un plus allèles d'un polymorphisme, sont plus représentés dans la population des atteints par rapport aux témoins, atteints versus contrôle. C'est ce qu'on appelle une étude d'association. C'est entre des cas et des témoins. On ne s'intéresse absolument pas dans ces études aux parents, au nombre de personnes atteintes, au modèle. C'est des études totalement agnostiques. Je pars à l'aventure, j'étudie des millions de polymorphismes, en l'occurrence c'est plutôt des centaines de milliers de polymorphismes, et on a aujourd'hui des outils qui peuvent faire ça relativement vite et pas très cher pour analyser en vrac 500 000 polymorphismes du génome chez 1000 diabétiques et les mêmes polymorphismes chez 1000 personnes qui ne sont pas diabétiques. Quand on utilise une autre information qui est beaucoup plus puissante, qui est l'information familiale, qui est de dire j'ai plusieurs personnes atteintes et je tiens cela en compte, on a des études beaucoup plus raffinées, beaucoup plus précises,
un petit peu plus difficile à faire.